Bonjour Alexandre. Salut Andrea, ça va? Ça va et toi? Attends, attention, on ne peut pas te noyer dans un verre d'eau, Alexandre. Aujourd'hui, la Sapin le dit, il paraît qu'il faut économiser l'eau. Tu rigoles? Je sais pas moi, mais... Il a plu tout le mois et puis il y a des inondations à Nyon. Ouais, la question se pose justement. Réponse à ton micro d'ici quelques instants. Autre conséquence, quelles conséquences sur le nouveau dépôt du Nyon-Saint-Cergue et des TPN? Parce qu'il a beaucoup plu. Aujourd'hui, c'est des dégâts très importants. Les images sont impressionnantes à voir dans cette première partie d'émission. Deuxième partie, Alexandre. Je suis obligée de me lever. Ah d'accord. Ah bah oui, jeudi c'est culture, comme ça on se met en scène. On est des artistes. Tu deviens actrice toi en fait, oui, c'est ça? C'est ça. Okay. Ça monte comme ça. Mais toi tu parles de fantômes, c'est quoi cette histoire? Je sais pas, c'est le château de Nyon qui expose des fantômes de papier, paraît-il, habillés en costume du XVIIIe siècle, une référence au roi Frédéric II. Ça semble très nébuleux tout ça, mais aussi très intéressant. Je vais m'y rendre et on va voir ce que ça donne. Ouh, ça fait peur. Ensuite, uma casa à portuguesa, ici, sur le plateau. Musique. La guitare portugaise. Virginie Janelas va jouer d'un morceau. Moi, cet instrument, la guitare portugaise, ça me donne des frissons incroyables. Elle va jouer là. Elle va jouer là. Je n'ai pas de remède au vent, donc restez connectés parce que ça va vraiment valoir la peine. Et puis il y a Blanche-Neige et les 7 nains aussi. Blanche-Neige, oui, mon beau miroir. Le conte qui est réinterprété, version moderne. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est une pièce qui est très attendue dans la région, interprétée par la troupe de Saro Dessus. Deux comédiens, du coup, seront ici sur le plateau. Super, beau programme. Je te souhaite tout de bon et je te dis à tout de suite. À l'heure. Quant à vous, vous connaissez la maison, on vous installe ici. C'est jeudi, c'est culture. Bienvenue dans Fais voir ta région. Et pour commencer, l'actualité, après les inondations et les importantes quantités d'eau tombées sur le site du nouveau dépôt du Nyon-Saint-Cergue et des TPN, état des lieux et visite en compagnie du directeur Emmanuel Laurent. Pour de vrai, ce que je me suis dit, c'est pas très poli. Et merde. La nuit de dimanche à lundi, aux alentours de 19h, se sont abattues des précipitations diluviennes. On parle de 16 jours de pluie en 30 minutes, essentiellement concentrées sur la plaine de l'As, où nous sommes actuellement, et donc sur le dépôt administratif et technique du Nyon-Saint-Cergue. L'eau s'est accumulée dans les champs autour et montée assez vite. On parle de 50 litres d'eau au mètre carré, donc absolument incroyable. L'eau s'est engouffrée dans nos installations et a inondé la totalité du sous-sol de ce bâtiment. Dans les sous-sols, on est à 1,80 m et à certains endroits où on est en plancher technique, on est à plus de 2 mètres de submersion de l'eau. On a retrouvé dans les débris une porte de 2 tonnes pratiquement pliée en deux par la violence de l'eau, des matériels qui ont été renversés, des matériels de plusieurs centaines de kilos. Donc la violence, l'impact du choc a été phénoménal sur une eau chargée des boues de l'environnement autour. Donc très violent, très sale, très contraignant et parfaitement inarrêtable. Alors le sous-sol du bâtiment dans lequel nous sommes, c'est le centre névralgique, c'est l'informatique, la signalisation, c'est le chauffage, donc c'est vraiment tout ce qui permet au bâtiment de fonctionner et de vivre. Aujourd'hui, toutes ces installations sont à l'arrêt et une grosse problématique de nettoyage, d'enlevage des boues et de démontage à venir. On n'a pas fini de pomper, ça fait 36 heures de pompage. Encore certainement 24 à 36 heures pour avoir un nettoyage complet et pour pouvoir investiguer et aller voir ce qui doit être fait dans les heures et les jours qui viennent. Première installation touchée et mise en sécurité, c'est la signalisation et les enclenchements, ce qui explique la fermeture de la ligne de train entre Nyon et Trélé et le remplacement par des bus des transports publics de Nyon. Deuxième équipement, l'alimentation globale du bâtiment, les transformateurs, les batteries qui ont été touchées, qui sont en sécurité, chauffage, nettoyage, installation de tours en fosse, maintenance des installations, tout est à revoir dans les jours qui viennent. Sur tous nos équipements techniques, électriques, les équipes sont à pied d'œuvre. Une partie des équipes est en train de recenser et de regarder ce qui va être réutilisable ou pas, et l'autre partie est en contact avec nos fournisseurs et partenaires pour commander et préparer le futur de la ligne et vite réouvrir la ligne de train et préparer le déménagement. On devait déménager la semaine prochaine dans ce bâtiment. Pour le moment, il n'y a pas d'électricité dans le dépôt, donc on a arrêté les travaux. La priorisation des travaux aujourd'hui, c'est la remise en état des installations de signalisation. Ça, c'est la première chose pour que les clients retrouvent un confort de voyage en train normal. Et on reprend les travaux, on réalimente, on reprend les travaux dans les étages. Et maintenant, l'idée, c'est de retrouver une date de déménagement et de faire entrer des équipes dans ce bâtiment. Aujourd'hui, notre sentiment, le sentiment des équipes, c'est 3 choses. Déception, parce qu'on est déçu de ne pas pouvoir rentrer dans ce bâtiment. Il y a eu un travail énorme et un engagement incroyable du Nyon-Saint-Cergue et des TPN pour le mettre en œuvre.
Deuxième, fierté, c'est notre fierté à nous d'avoir réussi ce pari et de voir tout le travail fait depuis dimanche soir. Moi, je suis très fier de mes équipes. Et détermination à rentrer dans le bâtiment, à remettre en route les trains normaux entre Nyon et Trélé. Moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que nous avons aussi beaucoup de chance. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de dommages irrémédiables. On va s'en sortir et on va reprendre une vie normale. Et alors que Nyon vient de vivre ces grandes intempéries d'eau de grande ampleur, la société Sapan, société qui gère la distribution d'eau potable dans notre district, alarme sur le manque d'eau. Incohérence ou cohérence, pourquoi? Quelles conséquences sur le prix de l'eau? Les réponses au micro d'Alexandre Caporal. Serge Guebet, Claude Bosson, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement directeur et président de la Sapan qui gère l'eau potable et la distribution dans le district de Nyon. Alors c'est vrai, on vient de vivre un printemps très pluvieux, un week-end avec des inondations à Nyon et pourtant la Sapan fait campagne pour dire économisons l'eau, elle est rare. Cette eau qui tombe, elle vient maintenant, mais est-ce qu'elle est vraiment intéressante par rapport à nos besoins? On peut se poser la question. Notre vision est quand même de voir un peu plus à long terme. Et puis les effets climatiques locaux sont très passagers. Donc visons plus loin que simplement le bout du nez. Serge Guebet, vous comprenez que c'est difficile pour la population de comprendre parce que tout le monde parle de la météo, tout le monde parle de cette pluie qui ne cesse de tomber. Et pourtant aujourd'hui vous dites mais on manque d'eau. Oui, alors effectivement, je peux comprendre, c'est compliqué pour tout le monde. On a des événements climatiques très changeants. Tout d'un coup, on a une pluie énorme. Après, on va se retrouver certainement avec peut-être un été très sec ou un automne également très sec. Donc, nos installations, on doit les adapter. Et surtout, on doit dire à tout le monde que cette eau doit être économisée. C'est très, très important. Et des éco-gestes, des petits gestes permettent d'économiser 1 litre minute. Si on le met à la population de la région, c'est très important pour nous. Donc on doit comprendre que l'eau n'est pas suffisante dans notre région. Alors actuellement, ça peut paraître bizarre, mais effectivement, si on regarde ces dernières années, on a eu des grandes sécheresses et là, l'eau était effectivement très très rare. Notre nappe phréatique a de la peine à remonter depuis quasiment 5-6 ans. Donc le lac couvre à peu près en été le 90% de nos besoins. C'est ce qu'il faut comprendre. Par rapport à ces inondations, vous avez d'ailleurs dit dans cette conférence de presse qu'en fait les inondations, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour les nappes phréatiques et pour le pompage de l'eau. Non, en effet, au niveau des nappes, on peut se retrouver avec une turbidité qui est importante, ce qui nous oblige à y mettre certaines sources éventuellement hors service, ce qui veut dire qu'entre-temps, il faut trouver des moyens de compensation, notamment directement sur l'eau du lac ou éventuellement la nappe qui se trouve quand même en grande profondeur, qui a moins d'effet en direct au niveau de ses précipitations. Et c'est là le gros enjeu, c'est de pouvoir continuer à alimenter dans n'importe quelle situation nos abonnés. S'adapter à l'évolution démographique de notre région. Il y a des investissements qui vont être faits de plus de 10 millions de francs jusqu'à 2029. Pourquoi ces investissements, Claude Bosson, et comment est-ce qu'on va aller chercher cet argent ? Alors pourquoi ces investissements ? Tout simplement parce que nos installations jusqu'à présent arrivent aux 50 ans. Il y a eu des investissements importants à l'époque de l'ordre de 27 millions qui ont été faits. Tout a été amorti, donc les citoyens et nos communes ont fait ce qu'il fallait pour financer ces éléments-là. Maintenant, ce nouveau palier va nous obliger à investir ces différents dizaines de millions, parce qu'on parle de 11,5 dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il y a encore une étape supplémentaire qui se planifie, notamment une deuxième station de pompage avec une deuxième prise d'eau. La probabilité est fortement importante en fonction de l'augmentation. Il n'y a pas de miracle, l'argent, il faudra bien le prendre à quelque part, et puis ça va être au niveau du prix de l'eau qui va être demandé à nos citoyens. Il faut savoir que le compte est affecté, donc il n'y a pas de bénéfice qui est fait là-dessus. Vraiment, tout est injecté, on va dire, dans les installations. Au niveau des améliorations qui doivent être faites, Serge Guebet, sur le pompage, notamment le pompage dans l'eau du lac, parce qu'on a cette chance d'avoir un lac et de pouvoir aller y pomper l'eau. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans les prochaines années ? Est-ce qu'on pourra pomper plus d'eau dans le lac ? Est-ce qu'il faudra compter sur nos sources, sur les nappes phréatiques ? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre ? Alors actuellement, la plupart des communes actionnaires de la Sapan font des recherches pour trouver de l'eau, soit trouver des nouvelles sources, soit peut-être trouver une nouvelle nappe, ça c'est clair, mais c'est pas évident parce ce qui avait été fait dans le temps était de très bonne qualité, on avait pas mal d'eau, mais maintenant elle commence à tarir un peu et en plus on a une évolution démographique. Donc quelque part, on sera obligé à un moment d'augmenter le pompage dans le lac pour pouvoir subvenir à cette augmentation démographique, mais également aux problématiques du changement climatique qui, effectivement, est très marqué chez nous.
Allez, place à la culture, c'est jeudi, on s'amuse et on commence tout de suite avec Alexandre, direction le château de Nyons. Petit Casper, petit fantôme, es-tu là ? Oui, Andrea, regarde, les fantômes de papier, je vais te les montrer, tu en vois un derrière, mais ce que tu vois devant, ce sont les deux conservateurs du musée du Château de Nyons, Vincent Libert et Catherine Schulz. Bonjour à tous les deux. Alors Vincent, vous avez votre micro, mais il est derrière, il va falloir le prendre pour me parler. Voilà. Prenez-le, le micro. Magnifique. Très bien. Bon, alors, on va commencer avec vous, Vincent Libert. Qu'est-ce que c'est, ces fantômes de papier couverts avec des costumes du XVIIIe siècle? Très honnêtement, quand je suis arrivé ici, j'ai cru que c'était des vrais costumes. Bien, c'est l'illusion qui est donnée. C'est par l'artiste belge Isabelle de Borchgrave qui a fait ces mannequins sur des structures de métal avec des costumes de papier imitant les costumes du XVIIIe siècle, comme vous l'avez dit. Et c'est d'où le titre fantôme de papier, puisque vous voyez le profil de cet homme n'est fait que d'un fil de fer. Ouais, c'est très impressionnant, effectivement, l'illusion. L'illusion, elle va même jusque sur le bois ici. Hein. Tout à fait. Ça a été réalisé par Corinne de Muralt, qui habite à Nyons. Elle a fait des faux marbres et des sols tellement réussis que les gens ne remarquent pas que ce n'est pas vraiment du bois, mais que c'est de la peinture. Pourquoi faire venir ces mannequins d'illusion, de papier, ici au Château de Nyons, Vincent Libert? Eh bien, c'est par des amis qui ont une demeure dans le canton de Berne, et j'avais vu ces personnages, et je me suis dit, ça devrait extrêmement bien, ils devraient trouver leur place en visite au Château de Nyons. C'est quoi qui vous a plu, en fait? C'est l'illusion parfaite de ces personnages, et puis il y a tout un jeu qui est donné là-dedans. Ouais. On va en voir plus, justement. On va se tourner de ce côté-ci. Voici d'autres fantômes de papier avec des magnifiques costumes du XVIIIe siècle. Comment est-ce qu'elle procède, cette artiste, pour justement froisser ce papier, peindre aussi? Il y a tout un jeu de textures, de couleurs. Elle a toute une longue expérience. Il y a d'ailleurs un film qui nous a été transmis par elle et qui permet de voir toute l'élaboration de ces costumes. Et puis comme ça a été créé pour Berlin, enfin Potsdam exactement, la cour de Frédéric II, eh bien, elle s'est inspirée de portraits existants à Potsdam, représentant des personnages de l'époque. Comme elle le dit très justement dans le film, les habits du XVIIIe siècle n'étaient pas les mêmes à Paris qu'à Potsdam, à la cour de Frédéric II. Ouais, donc il y a effectivement un attrait historique aussi. Et puis il y a une petite histoire derrière tout ça, parce que ces fantômes de papier, ils ont une histoire avec Frédéric II. Racontez-nous. Tout à fait. Alors ils ont été créés à la demande du directeur des châteaux, de la fondation des châteaux et jardins de Prusse-Brandebourg, de Berlin-Brandebourg. Je recommence? Non, continuez, allez-y, oui. Et puis, qu'est-ce que ça raconte? Parce que c'est issu d'une pièce, en fait, donc, de théâtre. Hein. C'était à l'occasion des 300 ans de la naissance de Frédéric II, et ils sont inspirés d'une pièce écrite en 1742 par Frédéric II, qui s'intitulait Le singe à la mode. Le singe à la mode, des petits singes. On va en voir après, justement. Donc, c'est les singes qui singent les hommes, qui imitent les hommes. Et la comédie est assez amusante. On en a disposé des copies dans l'exposition. Elle se lit en une petite demi-heure et c'est très amusant. Oui, très amusant. On a l'impression que cette exposition est aussi parfaitement faite pour les enfants. Hein. Tout à fait. Et les adultes, il ne faut pas monter sur les socles, il ne faut pas toucher. Effectivement, c'est bien de le préciser. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que je me dis, ça doit être ultra fragile. Comment ces mannequins, ils sont arrivés jusqu'ici à Nyons là, ils ont été transportés comment? Sur le film, on le voit, il y a des cartons, c'est d'immenses cartons faits pour chaque mannequin avec des structures de Sagex qui permettent de les tenir. Ouais. Mais en effet, c'était un camion entier. Et puis Fabien Lautre, notre décorateur, m'a dit les cartons ne vont pas entrer dans le château. Ce qui est un problème ici, puisqu'en effet les ouvertures ne sont pas très grandes. Vous voyez, les fenêtres du rez-de-chaussée sont grillagées, donc voilà. Mais à l'exception d'un, elles n'ont pas eu de soucis, c'est ça. Elles sont en très bon état. Et en place pour leur séjour au Château de Nyons. Voilà, bon, on va aller en voir plus justement avec Catherine. On y va, Vincent, c'est parti. Et puis alors à tout de suite, Andrea, parce que tu vas voir, il y a quelques surprises qu'on te prépare ici. Je me réjouis. Que de surprises aujourd'hui. À tout à l'heure. Moi aussi, j'ai quelques petites surprises pour toi. Tu vas le voir. Et pour vous, à la maison, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. On vous parle de Blanche-Neige et de la troupe de Sarraud dessus, qui est actuellement en plein spectacle à Beugnin.
il faut voir ce spectacle, il est très attendu dans la région. Jusqu'au 29 juin, les jeudis, vendredis et samedis à 21h, on accueille sur le plateau Laetitia Doubou et Antoine Nicolas. Bonjour, bienvenue, venez seulement. Blanche-Neige est venue à nous. Bonjour. Bonjour, installez-vous seulement. On est ravis de vous avoir, vous êtes les deux comédiens de ce spectacle très attendu dans la région. Laetitia, vous savez pourquoi ? Non. Moi, on m'a parlé de ça partout. On m'a dit, Blanche-Neige, la troupe de Sarrou-Dessus va le jouer. C'est un spectacle à ne pas manquer. Ils réinventent, ils sont innovants, ils prennent ce conte et puis ils chamboulent tout. Version féministe ou pas, Laetitia ? Version évolutive. Évolutive, c'est-à-dire, ça c'est pour vous, Antoine. C'est-à-dire qu'au début, elle est un petit peu là où on l'attend, Blanche-Neige, et puis au fur et à mesure, elle se libère de tout ça. Ah, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Durant le Pleine spectacle. d'énergie. Pleine d'énergie. Ouais, c'est Ouais. vrai. Elle aura croqué dans la pomme. Mais est-ce qu'on peut s'attendre quand même à ces mythiques scènes, voilà, le baiser, le miroir, les nains, est-ce que ça reste ? Bien sûr qu'ils restent, mais ils sont réinterprétés d'une manière totalement inattendue pour le public. Et les enfants, les adultes, tout le monde y trouve son compte. Oui, alors c'est une troupe qui a été fondée en 1984, vous en êtes d'ailleurs à l'origine, Antoine. Qu'est-ce que ça fait de voir que cette troupe est toujours là, toujours aussi innovante, au taquet, que ça bouge, il y a les décors, les costumes, avec ce challenge aussi, puisque vous créez ces décors, vous créez finalement, là vous sortez en extérieur avec cette mise en scène dehors. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que ça perdure ? Et on va voir des images justement. Régulièrement, chaque fois qu'on monte un gros spectacle, on est en extérieur. Et qu'est-ce que ça fait que ça dure depuis 40 ans? Ça fait que je mesure que le temps passe sur moi, ça se voit, et qu'il faut trouver des forces vives nouvelles pour renouveler cette troupe. Oui, c'est chose faite d'ailleurs pour cette année. Je crois qu'il y a des petits nouveaux qui vous ont rejoint. Oui, il y a des nouveaux. Mais par exemple, Laetitia, toi, tu as eu des copains qui étaient mes fils. Oui. Et puis, on peut dire que j'ai bien travaillé pour faire des futurs comédiens. Oui. Et puis, ils ont fait du théâtre tant qu'ils étaient avec nous. Et maintenant qu'ils ont déménagé, ils ont abandonné cette activité. Ouais, Laetitia, selon vous, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait le charme de cette troupe de Sarrou-Dessus? Je pense la bienveillance, les uns envers les autres. Il y a des vraies relations qui durent depuis très longtemps, parce que tu me connais depuis que je suis enfant. Et puis, je pense qu'il y a aussi ce côté-là... Ouais, la bienveillance, on est bienveillant, on rigole beaucoup, je pense qu'il y a une super ambiance. Et en même temps, quand il faut se dire les choses, on se les dit. Donc c'est sain et agréable, du coup aussi d'aller répéter, je pense. J'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans cet univers. Et Antoine, vous m'avez proposé quelque chose, je n'ai pas pu dire non. Et ça, c'est exceptionnel. Vous m'avez proposé une transformation sur le plateau en direct, en un. Donc le costume est là. Voilà, je vous laisse poser le micro et on va vivre cette transformation comme ça. C'est dans l'autre sens, hein, Laetitia. D'habitude, on se transforme, c'est Superman qui revient version moderne. Et là, on aura Antoine qui se transforme en un. Avec juste l'œil de Laetitia pour ajuster. Avec l'œil, oui, on viendra. Alors, avec l'œil. Ouais, allez-y, transformation. Laetitia. Métamorphose en direct. Ça, c'est pas banal, je me réjouis, j'en perds mes mots. Mais déjà, les nains, il y en a plusieurs. Hein. Il y a c'était quoi? Le grincheux, celui qui dort toujours. Dormeur. Aidez-moi un peu, le dormeur. Prof. Ouais. Timide. Ah, Antoine, c'est le timide. Non. C'est le grincheux. Bon, c'est pas, ça n'a pas réellement été défini. Non, il y a un grincheux qui apparaît évidemment. Voilà. Alors, attendez. Mais c'est pas Antoine. Donc, vous n'êtes pas le grincheux. Mais qui apparaît évidemment dans la pièce, mais c'est pas moi. Voilà. Donc, là, le costume. Donc, petite taille quand même. Hein. Il va falloir rentrer dedans. Ça, c'est un sacré défi. Oui, c'est un sacré défi, mais vous allez voir comment on y arrive. Ça prend combien de temps, normalement? Le temps que j'y passe maintenant, c'est-à-dire ça va à toute vitesse. Comment vous faites sur scène, Laetitia? Toutes ces transformations se font en live, tous les petits nains sont déjà prêts. Tout va bien, il est prêt avant. Ah, il est prêt avant. Voilà. Donc là, on n'a pas du tout la bonne taille. Magnifique. Voilà, c'est bon. On va enlever les lunettes. On va enlever les lunettes. Fait. Voilà. Et là, il va sortir du chapeau. Donner un micro aux mains. Voilà, je le micro est à vous, Antoine, si tu veux. C'est une marionnette Kokoschka, donc qui fonctionne comme ça. Et je vous parle, je fais face public, toujours. Kokoschka, marionnette Kokoschka, qu'est-ce que c'est, Antoine? Alors, comme on voit, c'est un corps
nanisé, d'où émerge la tête du comédien, les mains, qui peut agir un petit peu, pour autant qu'il garde la face au public. Autrement, on perd le nain. Je l'ai un peu très bien posé, là. Oui. On va perdre le nain. Non, ça, on voudrait pas. On voudrait le garder, ce nain. Installez-vous seulement sur le canapé. Vous allez voir que là, vous avez à peu près le nain parce que je vous fais face. Et maintenant, vous le perdez complètement. Ah bah oui. Là, je gagne en taille, mais je perds le nain, effectivement, Antoine. Et il y en a 7 des comme ça. Et ils ont tous le même caractère, Laetitia. Non. Non. Il y a un bobet, il y a un grincheux. Puis disons que moi, je suis un peu prof. Ouais. Ouais. C'est très beau de voir cette transformation en live avec les yeux comme ça qui deviennent de nouveau enfants. J'adore. Vous, votre personnage de Blanche-Neige, comment vous l'avez apprivoisé? Petit à petit, je dirais, parce que c'est pas être une princesse, parce qu'en fait, on a d'abord l'image, quand on me parle de Blanche-Neige, je pense que la majorité des gens pensent, Moi, c'était ma foi, malheureusement, à Disney. Ouais, elle m'agaçait, cette princesse, pas vous. Donc, oui, un peu. Moi, les princesses, j'aime pas trop. Je suis plutôt aventurière et autres. Donc, là, c'est, je pense, une Blanche-Neige qui est un peu plus moderne, ouais. Oui, comment vous avez travaillé? Parce que c'est une création, avec des metteurs en scène qui viennent avec leurs idées. Comment on fait pour apporter un petit peu notre patte à nous? Comment ça s'est créé finalement ce spectacle au fur et à mesure du temps? Le micro, Antoine. Juste le micro. Voilà. Avec des petites mains. Vraiment, notre patte à nous, c'est beaucoup leur patte qui est présente sur scène. Évidemment que la distribution est faite en fonction des caractères des gens, en fonction des affinités du metteur en scène avec telle ou telle personne. Mais disons que la mise en scène est faite tout en douceur. Oui. Elle part de ce qu'on propose. Elle part de ce qu'on propose. Qui est agréable. Oui, ça c'est sûr. On propose quelque chose, puis après c'est précisé ou retravaillé, mais en douceur, c'est vrai. Et avec un sacré défi, puisque voilà, tout est fait dehors, dans le jardin. Oui. Là, avec la pluie, on en a parlé tout à l'heure, tout a tenu le coup? Ça a tenu le coup, ouais. On est patient entre les gouttes, j'avoue qu'on croise les doigts. On y croit là pour ce week-end, ça va le faire. Il va pleuvoir la journée. Oui, mais le soir, c'est bon. Donc, on passe entre les gouttes. Donc, ça va, c'est désagréable, mais à partir du moment où on joue, on s'en fiche, en fait. On fait plus attention à ça, c'est pas grave, quoi. Ouais. Croquer dans la pomme, direction Beugnin pour découvrir Blanche-Neige et revoir sur scène la troupe de Sarro dessus. Ils sont sur scène encore jusqu'au 29 juin. Rendez-vous les jeudis, vendredis et samedis. Laetitia, Antoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se réjouit de vous retrouver du coup sur scène. À très bientôt. Est-ce que je peux préciser que c'est enfant compatible, parce qu'on nous pose la question? Oui, vous pouvez. Là, on a eu plusieurs publics d'enfants. Samedi, il y avait beaucoup d'enfants et ça fonctionne bien. C'est pas bébé du tout. Non, mais par contre, comme le disait Alexandre avant, enfant compatible, mais on monte pas sur les décors, on monte pas sur les nains. Allez le savoir, chacun à sa place. Alexandre, on te retrouve justement au Château de Nion pour la suite de ces photos, mais ta surprise, c'est quoi? Ah, mais la surprise, Andrea, elle arrive à la fin. Mais déjà, regarde celle-ci, elle est pas mal comme surprise. Alors voilà une représentation du roi, toujours sur ces fantômes de papier. C'est cette exposition temporaire à voir dès demain au Château de Nion. Je rappelle que ces mannequins et ces costumes sont faits entièrement en papier. Alors peut-être comme ça à la caméra, on s'en rend pas trop compte, mais je te promets qu'à l'œil nu, ça vaut le détour de venir voir ces papiers comme ça au Château de Nion. C'est assez impressionnant. On va continuer la visite et puis on va en parler. Avec vous, Catherine Schmutz. Alors on passe à la salle à côté. Dites-moi, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ces fantômes de papier qu'on voit ici? C'est la fantaisie incroyable d'Isabelle de Borchgrave, donc l'artiste qui les a réalisés, et la matérialité de tous ces tissus qui sont du papier en fait, et de toutes les techniques qu'elle a mises en œuvre, et aussi du côté historique parce qu'elle s'est basée sur des gravures. Donc évidemment, ça nous plaît nous en tant que conservateurs et conservatrices du château d'avoir ces éléments historiques, ces reconstitutions. Là, on peut admirer par exemple un service ce qu'on appelle le vieux Nion avec des petits gâteaux qui sont en papier, les lévriers du roi qui attendent bien sagement à côté des hôtes de la cour, avec au fond une jeune personne toute fleurie qui représente une actrice avec dans une scène galante.
avec ces messieurs qui ont des magnifiques habits qui sont en papier et qui sont peints et repeints et dorés à la main. Et puis, élément très, très, très rigolo, en fait, voilà, on a un petit singe qui leur fait des grimaces et qui tire la langue. Parce que c'est vrai, on le rappelle, c'est donc une interprétation de cette pièce de théâtre de Frédéric II, Le singe à la mode. Et donc, il y a cet aspect théâtral qu'on retrouve aussi, par exemple, là. Ça mêle aussi, finalement, cet art du papier à l'histoire, mais aussi au théâtre, Catherine Schmutz. Oui, oui, tout à fait. Et ici, on a une scène où on a vraiment un singe qui littéralement singe un personnage de la cour qui fait une courbette. Et le petit singe, d'une manière un peu exagérée, fait la même chose en répétant et en se moquant des humains. Donc, est-ce qu'on sait combien de temps ça prend? Parce que là, j'essaie de filmer un petit peu les détails, pour qu'on se rende bien compte du travail qui est fait, à la fois de texture et de peinture. Je le disais, notamment ici, pour les perruques. Est-ce qu'on sait combien de temps ça prend à l'artiste? Et puis, je pense qu'elle n'est pas toute seule à faire tout ça. Combien de temps ça prend à confectionner ces fantômes de papier? Alors, j'imagine que ça prend des semaines. Il faut savoir que l'artiste travaille avec toute une équipe et notamment aussi des stylistes de mode et des costumières de théâtre, des costumières qui font des pièces historiques. Et voilà, en plus du papier, de la peinture, il y a tout un travail en fait d'expérimentation. Donc, elles expérimentent pour chaque texture une nouvelle manière de faire. Donc, j'imagine que ça leur prend des semaines. Oui, alors effectivement, et c'est assez impressionnant. Alors, on va se diriger juste ici. Venez avec moi. Andrea, on va pas tout te montrer parce que sinon, ça n'a plus d'intérêt si tu vois déjà tout. Mais par contre, Catherine et Vincent voulaient me montrer cette dernière œuvre, Catherine, oui. Commentaire, voilà, ici c'est le petit boudoir avec les lacs chinoises, donc une ambiance très intimiste avec l'actrice qui se prélasse en lisant les œuvres du philosophe de son souci, parce que Frédéric était un roi, était un conquérant, mais aussi un philosophe. Il a écrit des pièces de théâtre, il a beaucoup écrit avec Voltaire, et donc on l'appelle le philosophe de son souci, le roi philosophe. Le roi philosophe, oui. Qui a imaginé, ces scènes. C'est un peu coquin quand même. Oui, le 18e est assez coquin. Mais les femmes qui lisent sont dangereuses. Attention. Voilà. Méfiez-vous. Bon, merci à tous les deux. Vincent, venez ici nous rejoindre. Voilà, on peut clôturer cette visite express, tu l'auras compris, Andrea, des fantômes de papier à voir ici au Château de Nion. C'est dès demain, vendredi 15 juin, et puis c'est à voir jusqu'à décembre. Voilà. Bien, le rendez-vous est pris, Alexandre. Merci beaucoup. Petite visite coquine. On se régale aujourd'hui. On continue avec les dates à ne pas manquer. C'est place au bon plan. C'est parti. Venez avec moi. Le Golden Festival est de retour pour sa 9e édition. Rendez-vous les 14 et 15 juin à Arnay-sur-Nion. Le Golden ouvrira ses portes les samedis et dimanches à 17h. Au programme, évidemment, la scène suisse avec du folk, de la pop et du rock. À l'affiche, les Vendeurs masqués, Crazy Pony, le collectif Ladyland, Tandem, binôme nyonnais, père et fille sur scène. Et Merci Johnny, un groupe de 15 musiciens et le charismatique chanteur Fabrice Fleury qui reprend avec brio toutes les chansons qu'on aime, toutes les chansons de Johnny. Il était sur notre plateau il y a quelques temps pour nous présenter son spectacle Merci Johnny. Regardez. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanoui mon innocence, c'était pour moi la dernière chance. Peu à peu, tu disparais. Malgré mes efforts désespérés. Un régal à découvrir donc à Arnay-sur-Nion du côté du Golden Festival. Ensuite, au Château de Nion, rendez-vous du 14 juin au 1er décembre. Des fantômes de papier peupleront le musée des silhouettes de papier grandeur nature, version coquine, nous disait Alexandre dans l'émission. Et petit plus, le Château de Nion propose des visites commentées et des ateliers papier pour créer des bijoux, des médaillons et des éventails. Toutes ces actualités donc à découvrir sur le site internet du Château de Nion. Rendez-vous samedi par exemple 12 octobre pour une lecture de la pièce de théâtre Le singe de la mode. Ensuite, photographie avec Delphine Chacher qui est photographe donc et qui vous invite à l'atelier photo. Elle a un petit message pour nous, écoutez.
Bienvenue à l'atelier photo Grand Rue 13 à Nyon. J'y présente l'exposition Leurs échos dans mes yeux qui retrace 10 ans de parcours photographique pour lesquels j'ai été récompensée par le prix artistique de la région de Nyon en fin d'année 2023. À découvrir 4 séries photographiques qui ont été importantes dans mon parcours, à voir jusqu'à fin août. Et je serai présente le 15 juin entre 10h et midi pour une visite guidée. Je vous attends et à bientôt. À bientôt Delphine, merci beaucoup. On termine avec la 4e édition du festival Un été sous les marronniers, une manifestation organisée par la ville de Nyon. Ce week-end, c'est l'ouverture et le début des festivités. Rendez-vous donc les 14 et 15 juin avec déjà le concert des mythiques nyonnais Wolfgang. Durant 3 mois, vous pourrez assister à des concerts, des spectacles, différentes animations comme de l'initiation à la bachata, des friperies caritatives, des blind tests karaoké. Et puis mon gros coup de cœur pour cette édition, Je n'ai pas de remède au vent, à découvrir le vendredi 12 juillet à 21h, un théâtre chanté qui nous emmène au Portugal. Virginie Janelas, justement, nous emmène au Portugal. Dans la cité blanche, Olivier indigo, vieillard et enfant des rues, la jeunesse est partie, la jeunesse est perdue, miroite nos peaux moites. De balles perdues dans les rues, nos cœurs sont en cavale, la main sur ce cheval, je joue avec ses os, à l'église à main nue. Oh, je tuerai un oiseau. Plus de haine, plus que toi, tournoyer dans tes bras et retrouver mes frères, la solitude, des filets de lumière, mosaïque et ombre projetée, tapis de feuilles séchées. J'ai tant besoin des autres, si on tombe ce sera ensemble, la poitrine ouverte sur la roche brûlante, bras nus vers le soleil, la peau reste marquée, oubliée. Blanche, Olivier indigo. Merci. Ça me cueille à chaque fois. Voilà. Ça, c'est les larmes, c'est la guitare portugaise, c'est la saudade. Ce que vous avez très bien transmis durant ce spectacle, où il y avait aussi beaucoup d'émotions. C'était au théâtre 2.21. Vous avez parlé de vos origines, de vous, et pourtant vous n'avez jamais vécu au Portugal. Du coup, ça vient d'où toutes ces émotions, Virginie? Est-ce qu'on arrive à l'expliquer? Eh bien, oui. Alors moi, je suis née en Suisse, mais ma mère est suissesse et mon père est portugais. Et il a vécu la révolution des œillets au Portugal, et ensuite il a dû partir dans les années 80. Parce que le pays avait de la peine à se relever et il n'y avait pas vraiment de... Enfin, c'était un peu une voie sans issue, ce que je raconte dans le spectacle. Et par plein d'aventures, il s'est retrouvé finalement en Suisse, par ses propres moyens. Et
Et moi, j'ai grandi en fait avec cette histoire-là parce que déjà, ma famille vit principalement au Portugal. J'ai beaucoup plus de famille en fait au Portugal qu'en Suisse. Et on a une passion commune avec mon père qui est le cheval portugais, donc le cheval lusitanien. Donc bref, j'ai vraiment été bercée là-dedans et aussi c'était mon choix. Hein. Moi, j'ai toujours adoré le Portugal pour plein de raisons. Et j'ai bercé aussi avec ces histoires qu'il nous racontait quand on était petit, puis après adolescent et même adulte, de comment il s'est retrouvé en Suisse, d'où on vient, moi et mes frères. Et de ce qu'il a vécu en bien et en mal, que ce soit au Portugal avant son départ et en Suisse quand il est arrivé et qu'il a fait sa vie ici avec ma mère. Oui, c'est toujours ces histoires qu'on entend de par la famille, avec ces moments où ces Portugais arrivent en Suisse avec des choses et des témoignages toujours assez durs, hein, où ils devaient subir des examens médicaux comme les Italiens, les Kosovars, les Albanais. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez entendu ces témoignages-là de votre papa? Ça bouleverse toujours? Oui, alors moi j'ai grandi avec ça parce que la chance que j'ai eue, contrairement peut-être à certains de mes compatriotes, c'est-à-dire des deuxième génération, c'est que moi, il a quand même parlé. Je peux comprendre que certains aient de la peine à raconter parce qu'il y a une forme de honte, il y a une forme de violence un peu intérieure. C'est pas forcément des coups, hein, mais on sait, c'est des attitudes, c'est des mots. Et voilà, et mon père, il a grandi, il a vécu en Suisse en étant confronté à ça, dans les belles et les mauvaises choses. Et dans les mauvaises, il y a notamment le fait que moi, j'ai grandi en voyant les gens des fois le regarder mal ou avoir une attitude un peu distante, un peu méprisante quand ils entendaient sa voix, donc quand ils entendaient son accent. Et comme en plus on travaillait avec les chevaux, par passion, on parlait beaucoup avec les gens et tout ça, et des fois on nous regardait un peu comme si on était des espèces de margoulins. Et moi, qui n'ai pas le faciès cliché qu'on s'imagine, j'étais un peu une infiltrée là au milieu, et je voyais des attitudes qui m'ont marquée en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément des choses que lui m'a dites, c'est aussi des choses que j'ai senties et que j'ai vécues à travers lui en fait. Ouais, pour rebondir sur ce que vous dites par rapport à ce faciès, moi, ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est que vous montez sur scène comme vous êtes. Il n'y a pas de tricherie avec votre accent, et ça, c'est pas grave, on s'en fiche. Ouais. Qu'est-ce que ça a apporté peut-être de plus, selon vous, le fait? Est-ce qu'il a fallu faire un petit travail de se dire, on va chanter du fado, je vais chanter du fado, mais avec mon accent et comme je suis? Ouais, et en fait, c'est ça que je trouvais hyper intéressant, c'est que moi aussi, j'ai un accent dans l'autre sens. C'est-à-dire que oui, je le parle portugais, alors pas du tout aussi bien que le français, mais quand même, je me débrouille et j'arrive à avoir une conversation, quoi. Mais je savais que j'avais cet accent, même si j'ai travaillé, et Dieu sait que je le travaille encore. D'ailleurs, c'est la seule fois de ma vie où mon père m'a dit, après le spectacle qui l'a beaucoup touché, il m'a dit « Bon, tu peux manger un peu plus les mots à la fin. » Il m'a dit comme ça, j'ai dit « Oui, je sais, papa, mais bref. » Et donc, c'était marrant. Mais moi, je trouvais aussi que quelque part, ça raconte aussi... moi, je suis aussi là avec ce que je suis, et moi, je suis certes à moitié portugaise, mais je suis suissesse et je suis née ici, donc je suis habitée des deux, donc ça sert à rien de vouloir le cacher non plus d'être suissesse, puisque c'est de là d'où je viens, moi. Oui. On a l'habitude de vous voir dans la région grâce et au travers de la compagnie Cafuné. Là, c'est la première fois que vous êtes sur scène seule, première fois que vous écrivez le texte avec plusieurs instruments aussi. Le spectacle a été lauréat en 2023 de la bourse d'écriture du cabaret littéraire de Lausanne. Ça fait beaucoup de premières, beaucoup de challenges. Mais pourquoi cette envie de toutes ces premières fois sur scène et d'écrire, et comme ça cette mise à nu? Pour moi, en fait, c'est un spectacle quelque part qui dormait en moi depuis longtemps. Et j'espère que j'en ai plein d'autres qui dorment encore. Mais surtout, c'était même pas, je me suis même pas dit « Ok, là, maintenant, je vais me lancer dans mon truc seule ». C'était juste que j'avais cette idée. Et pour moi, il n'y a que moi qui pouvais la raconter. Et la musique, elle est très importante parce que je parle aussi de ces transmissions-là. Mon père, il n'est pas musicien, hein, mais par contre... pour lui faire plaisir, quand j'avais 16 ans, je lui ai chanté un fado, en fait. Et c'est comme ça que je suis un peu tombée dedans. C'était une surprise. Moi, je l'ai apprise en regardant des vidéos, voilà. Et après, je me suis beaucoup plus intéressée. J'ai même fait des ateliers de fado quand je vivais à Paris. Et donc, voilà, j'ai voulu en faire... prendre ces choses-là qui sont plus traditionnelles et les mettre à ma sauce. Parce que ma voix, elle est quand même habitée, que je le veuille ou pas, de ce fado. Ouais, le vibrato est là, il y a quelque chose, c'est fou ça. Et je l'ai pas spécialement travaillé, c'est comme ça. Et du coup, j'ai plus dû travailler pour contrôler la voix, pour chanter juste, ce genre de choses, quoi. Mais
du coup, je trouve intéressant d'amener subtilement aussi comment les choses elles se transmettent. Voilà, et moi, c'est ça, quelqu'un qui vient du Kosovo, ça va être d'autres chants, parce que c'est aussi magnifique la musique du Kosovo, et quelqu'un d'Italie, ça va être autre chose, et de voir comment ça se transmet subtilement et comment ça nous appartient aussi à nous, les deuxièmes générations. Ce qui, moi, m'a permis de me dire, je peux raconter cette histoire. Comment ça se mélange aussi, justement, on le voit très justement sur scène avec plusieurs instruments. On écoute un deuxième petit extrait en images. Je ne tiens pas en place en un pays. Non posso ficar em país. Je cours la terre et puis le monde. Corro a terra, depois o mundo. Le monde, le monde. O mundo, o mundo, o mundo. O único que temos, le seul qu'on a. Je regarde les planètes. Olho para as planetas. Un trou dans le cœur, buraco no coração. Je cours la terre, corro a terra. Je n'ai pas assez d'une vie, não tenho suficiente uma vida. Ma gostaria ter l'universo, mais j'aimerais l'univers. Seul l'amour pour les autres. Só amor pelos outros. Seul lui me tient debout. Só elle me maintient de paix. Résiste à la gravité. Résiste à gravidade. Résiste à la gravité. Résiste à gravidade. Résiste à la gravité. Résiste à gravidade. Résiste à la gravité. Je n'ai pas de remède au vent, un texte chanté, récité en poésie, mis en musique aussi, avec tous ces instruments. Et puis cet instrument essentiel au cœur du spectacle, cette guitare portugaise qu'on entend généralement dans le fado. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet instrument, Virginie ? Alors franchement, la première raison, c'est que je le trouve très beau, d'abord. C'était purement esthétique, je le trouve magnifique. Et j'adore sa sonorité, un peu métallique, elle est très chaude. Et moi, j'avais très envie d'en jouer sur scène pour ce spectacle, mais de faire justement, de chanter en français, pour pouvoir l'amener un peu ailleurs que là où on a l'habitude de l'entendre, parce que je trouve qu'il n'est même pas encore assez montré, quoi. Moi, j'ai envie de faire plein de choses avec cet instrument-là. Casser les codes, casser les traditions. Là, on chamboule tout, il n'y a pas de limite, c'est vrai. La musique fado, on peut la casser, la chambouler comme ça. Oui, d'ailleurs, il se passe beaucoup de choses actuellement dans le fado. Et je pense, moi j'adore aussi le fado traditionnel. Je veux dire, je suis comme tout le monde, hein, si je me mets à pleurer, enfin voilà. Mais je trouve intéressant de voir qu'en ce moment, au Portugal, c'est très riche, il se passe beaucoup de choses. Et on va aller amener peut-être un peu de... Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus, par exemple, de musique électronique là-dessus, pourquoi pas. Voir qu'est-ce que la voix, elle devient là au milieu. Moi, je suis persuadée que ça survit à tout parce que c'est tellement fort et puissant que ça mérite d'aller encore plus loin. Du coup, on se réjouit de vous retrouver sur scène pour toutes ces versions du fado de la guitare portugaise. Virginie Janelas, en tout cas, une chance de vous retrouver. C'est notamment à l'Esplanade des Marronniers ce 12 juillet, lors de l'été des Marronniers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Obrigada. Et à bientôt à la maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Belle suite de programmes, très bon week-end à tous. Et on se retrouve à partir de lundi. Ciao, ciao. Casper le petit fantôme, j'adore. On a parlé de fantômes jeudi. Bah oui, avec les fantômes du Château de Nyons, c'est la nouvelle expo à voir avec des costumes du XVIIIe siècle. Hein. Autre sujet, le Portugal. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, le spectacle de Virginie Janelas. Je n'ai pas de remède au vent, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Saudade, estou em casa. Le Portugal, à revoir. C'est bon. Forcément. Bon, André, on a surtout parlé des inondations cette semaine qui ont fait beaucoup de dégâts, qui ont mobilisé les pompiers, qui ont fait des dégâts chez les habitants du district, mais aussi au sein des entreprises. Paléo et le train de Nyons-Saint-Cergue. Hein. Oui, premier jour de montage au Paléo, du côté du Nyons-Saint-Cergue, d'importants dégâts. Eh bien, FC Politique en reparlera la semaine prochaine. Ouais. Une émission également spéciale, hors cadre, avec la route de Saint-Cergue, cette fameuse route blanche. Et toujours ces chiffres meurtriers, Alexandre. C'est la route, paraît-il, la plus meurtrière du canton de Vaud. Et du coup, le cascadeur et moniteur d'auto-école Stéphane Rizan, qui habite Saint-Cergue, veut organiser une journée de sensibilisation le 24 août avec la commune de Saint-Cergue. Il nous a embarqués en voiture et on est allé à la rencontre des gens, des témoignages de motards et autres. C'était vraiment une superbe émission. C'est à revoir mercredi. Ça finit en cascade, donc ça vaut le détour. Regardez. Et puis, cascade, tu t'es fait porter par les rugbymen. Oui, les champions suisses de rugby, ça se fête.
On a fêté ça lundi ici en plateau. Ils m'ont fait cette petite surprise de me porter, de me lancer. On n'a rien cassé, promis, mais c'était super. Et des émotions sportives, j'espère qu'on va en vivre plein encore lundi. Rendez-vous lundi tout le monde. Ouais. Bon week-end. Ciao. Ciao, ciao.